L'Israélien Dan Gertler est un des hommes d'affaires les plus influents en République démocratique du Congo. Accusé de corruption en RDC et sanctionné par les États-Unis, ce milliardaire israélien est au cœur d'une enquête de nos confrères de Jeune Afrique qui sont parvenus à le rencontrer et à s'entretenir avec lui. Dan Gertler, l'homme aux mille et une facettes, c'est le titre de cette enquête. Mathieu Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des rares journalistes avec Romain Gras à avoir pu interroger Dan Gertler. Donnez-nous tout d'abord la raison pour laquelle il vous a parlé. Alors la raison pour laquelle il nous a parlé, elle est simple de son côté, c'est qu'il est engagé dans ce qu'on a appelé, nous, une opération survie, depuis qu'il est sous sanction du Trésor américain, donc depuis la fin d'année 2017. Il essaye finalement de prouver sa bonne foi, de faire comprendre aux Congolais et aux Américains par extension que ces affaires au Congo ne sont pas issues de la corruption, que oui, il s'est enrichi, mais que finalement, il n'y a rien d'illégal derrière tout ça. Et donc, lui, il avait besoin de donner sa vérité. Donc, lui, ce qu'on voulait, c'était vraiment lui donner l'occasion de le faire et confronter ce personnage aux accusations. Dan Gertler tente-t-il de réhabiliter son image ? Oui, clairement. Clairement, il a passé beaucoup d'années à être accusé de corruption par différentes ONG, notamment Global Witness. Il avait d'abord choisi de ne pas répondre. C'est quelqu'un de très discret, c'est quelqu'un de très religieux, donc qui s'exprime très peu, qui n'est pas entouré de communicants, qui n'est pas entouré de conseillers médias, comme beaucoup d'hommes d'affaires. Il est plutôt entouré de rabbins, de conseillers spirituels. Donc, il a eu du mal finalement à se dire il faut que j'aille sur la place publique et que je m'explique, que je dise vraiment qui je suis. Alors, dans votre enquête, il y a beaucoup de citations de ses proches. On a quelques-unes de Dan Gertler. C'est un homme qui fait très attention à son image. Il est très discret, vous le dites. Pourquoi n'a-t-il aucune photo récente ou de votre entretien avec lui ? Alors ça a été compliqué, disons que ça a été 2 ans de négociations pour pouvoir le rencontrer à Tel Aviv. Le photographe, il y a eu une séance photo qui a été faite par un photographe de Dan Gertler. Il n'a pas voulu que notre entretien soit photographié parce que il respecte sa vie privée. Il nous a reçus chez lui, avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants. Donc pour lui, ça allait sans doute trop loin dans son intimité, tout simplement. Alors comment ce milliardaire israélien s'est retrouvé au cœur de l'économie en République démocratique du Congo ? Alors l'histoire, elle débute en fait en 97, donc c'est ancien. C'est quelqu'un qui est issu d'une grande famille de diamantaires, donc qui a une fortune personnelle qui est déjà importante, mais qui va choisir d'aller travailler en Afrique et donc au Congo plutôt que de travailler à Tel Aviv ou d'aller travailler en Belgique à Anvers. En 97, il débarque au Congo, il arrive à rencontrer Joseph Kabila, qui n'est à l'époque que, entre guillemets, le fils du président Laurent-Désiré Kabila, et ils vont se nouer d'amitié, en fait. Ils vont parler de leur vie quotidienne, de religion, mais aussi d'opportunités économiques. Et c'est cette relation, finalement, avec Joseph Kabila qui va lui ouvrir très grandes les portes de l'économie congolaise. Alors, Dan Gertler est souvent présenté comme un proche de l'ancien président, Joseph Kabila, vous le dites. Quel rapport entretiennent les deux hommes ? Quand Dan Gertler parle de Joseph Kabila, il l'appelle mon frère. Donc ça dit beaucoup de choses. Quand, par exemple, en 2001, le monopole qu'avait obtenu Dan Gertler sur le diamant est annulé par Joseph Kabila, Dan Gertler le vit comme une trahison, comme une rupture de la confiance. Je le redis, il parle vraiment de Joseph Kabila comme son frère. Et ça va être vraiment le socle de leur relation pendant toutes ces années. Ils parlent de religion, ils parlent de leur relation avec Dieu, donc ça va au-delà vraiment de l'économie et de la politique. Alors on voit cette citation sur l'écran, les accords de Sun City ont fait de Kabila et moi plus que des frères. Qu'est-ce que sont les accords de Sun City ? Alors les accords de Sun City, c'est en 2002-2003, c'est une façon pour Joseph Kabila de mettre fin à la guerre civile qui ensanglante le Congo. Il va travailler avec les États-Unis, avec l'administration de George W. Bush, qui cherche aussi un succès diplomatique en Afrique à cette période-là. Or, Joseph Kabila n'a pas de relation avec Washington à ce moment-là. La RDC et les États-Unis n'ont pas vraiment de relation. Et c'est Dan Gertler qui va faire l'intermédiaire entre les deux. Joseph Kabila va nommer Dan Gertler son envoyé spécial auprès de l'administration Bush. Et Dan Gertler va se retrouver au milieu des pourparlers pour les accords de paix de Sun City qui seront signés en 2003. Donc ces accords de paix, c'est une victoire diplomatique pour les États-Unis, une victoire diplomatique pour Joseph Kabila et au fond une victoire, je dirais, économique
pour Dan Gertler parce que ça va encore plus lui ouvrir le champ des possibles à Kinshasa. Dan Gertler est accusé actuellement de corruption en République démocratique du Congo. Il est sanctionné par les États-Unis. Pour quelle raison ? Alors depuis, on va dire, une dizaine d'années, il est la cible d'une partie de la société civile congolaise, relayée par notamment l'ONG Global Witness. Les accusations, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'ils considèrent que Dan Gertler s'est servi de ses connexions politiques, éventuellement de corruption, pour obtenir des permis miniers à bas prix, à prix cassé, et les revendre ensuite 1 année, 2 années, 3 années plus tard, 10 fois, 20 fois ce prix-là. Donc il s'est enrichi finalement sur le dos du peuple congolais, sur le dos de l'État congolais. Selon ses détracteurs, le manque à gagner pour l'État congolais serait de plusieurs milliards de dollars, donc ce qui est colossal. C'est des accusations qui ont commencé à émerger autour de l'année 2010 et qui ont finalement effectivement abouti aux sanctions américaines qui sont tombées fin 2017. Un protocole d'accord, ça a été signé en février dernier entre le gouvernement au Congo, en République démocratique du Congo, et le groupe de Dan Gertler, le groupe Fleurette. Quel est le contenu de cet accord ? Alors cet accord, il n'a pas été rendu public. On en connaît une partie des clauses. La base, c'est que Dan Gertler restitue à l'État congolais ses avoirs miniers. En échange de cette restitution, il obtient des dédommagements financiers, c'est-à-dire que l'État congolais considère qu'il a investi de l'argent dans tel et tel projet, donc va le dédommager à hauteur de ses investissements. Et la troisième, la contrepartie suivante, c'est qu'il continuera vraisemblablement à toucher des royalties sur une partie des projets miniers. Dan Gertler a-t-il des relations avec l'actuel pouvoir en RDC ? Alors oui, il a des relations avec l'administration de Tshisekedi. Elles sont compliquées aujourd'hui. Elle l'était moins à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça tient à une chose, c'est que Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il gouverne avec Kabila. Donc finalement, Dan Gertler réussit à cette période à rester en cours à Kinshasa. Et c'est finalement la détérioration des relations entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila qui va amener Dan Gertler à être un petit peu moins bien vu à Kinshasa. Mais les relations, elles sont toujours existantes aujourd'hui. Dans votre enquête, vous écrivez que Dan Gertler se décrit comme l'un des principaux contribuables du pays. Est-ce vrai ? Alors ça, seul l'État congolais pourrait le dire, mais lui, en tout cas, ce qu'il revendique, c'est d'avoir investi énormément et dans tous les projets miniers auxquels il a participé. Donc il considère que oui, il s'est enrichi, ça il ne le nie pas. En revanche, il considère que ses détracteurs minimisent à dessein le montant des investissements. Voilà, quand il achète un terrain vierge et qu'il amène l'eau, qu'il amène la route, qu'il amène l'électricité, lui, il considère qu'il le fait pour l'État congolais. C'est pour ça que pendant des années, il ne s'est pas défendu face aux accusations parce qu'il pensait que l'État congolais était de son côté. Et il disait, l'État congolais sait ce que je fais pour la RDC. Toute une partie de cette enquête est intitulée Opération Survie, vous l'avez cité tout à l'heure. Pensez-vous que Dan Gertler va continuer à investir en RDC ? Alors aujourd'hui, c'est impossible, puisqu'il n'a plus le droit d'opérer en dollars. Il n'a plus le droit de commercer avec des Américains. Les sociétés américaines n'ont pas le droit de commercer avec lui. Donc il est finalement coupé du système financier international. Ce qu'il espère aujourd'hui, c'est la levée des sanctions américaines. C'est pour ça qu'il a signé cet accord avec la RDC. Il pense que cet accord va pousser les Américains à lever les sanctions en considérant qu'il n'y a finalement plus de contentieux à la base. Ce qu'il faudra voir, c'est dans les prochains mois la réaction de l'administration américaine qui a en ce moment l'accord entre les mains, qui est en train de l'analyser et qui va décider si effectivement ils lèvent les sanctions ou s'ils vont même plus loin finalement dans leur politique. Dan Gertler, l'homme aux 1001 facettes, c'est le titre de votre enquête avec Romain Gras, Mathieu Olivier. Merci d'avoir répondu à nos questions.